Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour cette première édition du Dwitch Produit. Je m'appelle Benoît Rosier, je suis cofondateur et CPO d'Upvisory, qui est une agence dédiée au product management. Donc, voilà, ça fait plus de 10 ans que je fais du produit, c'est ma passion et j'ai la chance d'être l'animateur de ce fantastique événement qu'est le Dwitch Produit. Alors, vu que c'est le premier Dwitch produit, qu'est-ce que c'est que le Dwitch produit? Alors, c'est un concept assez simple. Il est 12h30, c'est l'heure de ta pause déj. Tu as envie d'un sandwich parce que t'as faim, mais tu as aussi envie d'entendre un peu parler produit parce que tu es un passionné du product management. Donc voilà, tu as compris le truc. Bienvenue dans le Dwitch produit, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Tristan, qui est Head of Product chez Lucas, qui bosse pour Lucas qui est un super SIRH qu'on utilise d'ailleurs chez Upvisory. Alors avant de nous parler de ton sandwich produit, Tristan, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur cette première édition du Dwitch. Donc Tristan, j'ai 38 ans, je suis papa de jumelles et je suis Head of Product chez Lucas et je suis en charge de toute la gamme de produits autour de la gestion de l'employé, ce qu'on appelle le socle RH ou le core HR. Et voilà, je suis chez Lucas depuis 11 ans. 11 ans, c'est une très grosse période. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus tendance à naviguer de boîte en boîte, de faire 2 ans par-ci, 3 ans par-là. Qu'est-ce qui fait que ça fait plus de 10 ans aujourd'hui que tu travailles chez Lucas? Il y a peut-être une culture de boîte particulière, des choses qui te font rester, des challenges encore à venir? Ouais, 2 mots sur Lucas. Lucas, c'est une boîte qui a été créée donc par notre fondateur et actuel CEO Gilles Sadger en 2002. Donc la boîte a 20 ans. Moi, quand j'arrive, la boîte a déjà 10 ans. Mais finalement, on vient de passer en SaaS. Les premières années, on faisait du logiciel à l'ancienne, en licence, qu'on allait installer sur les serveurs des clients. Et donc 2009, passage en SaaS, début de la croissance. Et moi, quand j'arrive, on a à peu près une vingtaine. Et j'ai fait les 5 premières années côté Customer Success. Donc vraiment, voilà, la gestion, surtout la mise en place, l'accompagnement des clients dans la mise en place et le paramétrage des logiciels. Puis j'ai eu l'opportunité, il y a un peu plus de 6 ans, de passer côté produit. Et d'aller m'occuper du logiciel historique qui s'appelait à l'époque Figo, qui était la gestion des congés. Donc depuis 6 ans, côté produit. Et oui, tu le disais, une culture d'entreprise assez particulière. Il y a des éléments qui sur lesquels on communique pas mal et pour lesquels on passe parfois à la télé, comme la transparence des salaires. Donc cette philosophie de transparence qu'on retrouve entre autres dans les salaires à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi sur les décisions, la communication. Il y a beaucoup de sujets qui sont ouverts et on encourage aussi beaucoup le débat et on encourage les collaborateurs à participer et à s'impliquer. Et ça, on le vit vraiment et on le voit vraiment de l'intérieur. Canon. Être CSM, ça t'a aidé par la suite dans ton parcours product? Oui, énormément. Déjà, ça m'a permis de comprendre et de voir une bonne partie des problématiques de nos clients. Les clients qu'on voit quand on est CSM, c'est principalement les administrateurs, les gestionnaires RH des entreprises, donc des PME en France. Donc ça permet de vraiment comprendre leurs problématiques, de voir leurs usages du logiciel. Et c'est souvent les personnes côté Customer Success ont beaucoup d'informations sur ce qui fonctionne bien ou moins bien dans le produit. Et donc je m'appuie encore aujourd'hui sur ce que j'ai pu apprendre. Et même si évidemment depuis 6 ans que je suis plus côté Customer Success, j'ai beaucoup moins de contact avec les clients. J'encourage toujours en tout cas les PM chez nous à aller les voir et à prendre parfois même des créneaux de support pour comprendre un petit peu, comprendre la vie, voir vraiment comment ça se passe sur le terrain. Canon. Bon, en tout cas, on a beaucoup de chance de t'avoir, Tristan. Merci beaucoup d'être venu pour cette première édition du Dwitch Produit et c'est super d'ouvrir cette nouvelle initiative avec toi. Donc, avant de présenter ton sujet, ton sandwich, je vais juste rappeler effectivement ce que c'est que cette histoire de sandwich à tous ceux qui nous écoutent. Alors, on demande à chaque invité de choisir un des 3 sandwichs suivants. Donc, il y a d'abord le premier sandwich qui est le jambon beurre. Donc, qu'est-ce que c'est que le jambon beurre? C'est 150 ans d'expertise à la française. C'est une recette qui fonctionne. Donc, quand l'invité choisit le jambon beurre,
on parle méthodo. Il y a un deuxième sandwich qui est le pain bagna. Donc c'est quoi le pain bagna? C'est le sandwich niçois qui sent bon le soleil, les cigales, le sud quoi. Donc c'est souvent une bonne idée quand on déguste un petit pain bagna. Donc ça c'est synonyme de succès, de réussite, de choses qui ont bien fonctionné. Et le dernier sandwich, qui est le triangle, donc le mauvais sandwich d'autoroute, qui sent un peu le pot d'échappement, qu'on n'a pas vraiment envie de manger, mais on le mange parce qu'on n'a pas trop le choix. Et donc quand l'invité choisit ce sandwich-là, il va nous parler justement de quelque chose qui n'a pas très bien fonctionné, un échec, donc il en a sûrement appris des choses. Et voilà, ça fait un peu écho au bourbier qu'on avait historiquement, donc c'est un petit peu ce format-là qu'on souhaite quand même garder. Après, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui choisiront le sandwich triangle parce que ce qu'on fait, c'est qu'on déguste le sandwich choisi avec nos invités avant cette session. Donc voilà, j'espère qu'on aura quand même quelques sandwichs triangle parce que c'est toujours intéressant de réfléchir à ces choses qui n'ont pas bien fonctionné. Et donc, toi, Tristan, tu as choisi le jambon beurre. Et on a dégusté un très bon jambon beurre il y a 20 minutes. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce sujet, ce jambon beurre, donc la mise en place de ShapeUp, côté Lucas. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur ce sujet et pourquoi tu as choisi ce sujet? Oui, alors ce sujet, peut-être 2 mots de contexte à propos de Lucas. Nous, on est du coup une boîte, aujourd'hui on est 600 personnes. On est un éditeur d'une plateforme SIRH et financière, principalement ciblée sur le marché français aujourd'hui. La majorité des clients, on cible toutes les PME. Le cœur de cible, c'est des entreprises de 50 à 500 salariés, avec voilà, un déploiement à l'international qui débute depuis 2 ans. Et donc, côté produit, ça représente... Alors nous, ce qu'on appelle le produit, c'est vraiment toute la R&D. Product manager, designer, développeur. Ça représente 220 personnes à peu près sur les 600. Et en effet, il y a 3 ans, on a commencé à mettre en place... Et quand je dis on, c'est une des équipes chez lui qui a commencé à mettre en place la méthodo ShapeUp. Un petit point d'historique, du coup, c'est Thomas Moïse. Je lui ai fait une petite dédicace qui est arrivé chez Lucas il y a 3-4 ans, un poste de lead développeur. Lui, il venait de chez La Fourchette. Et après être arrivé chez Lucas, il a entendu parler par ses anciens collègues de La Fourchette de ShapeUp qu'ils avaient eux-mêmes commencé à mettre en place. Donc, il s'est dit, ça a l'air intéressant. Donc, il a commencé à le tester, à le mettre en place dans son équipe. Et je dis dans son équipe parce que chez Lucas, on est, je disais, 220 au produit. Et on est organisé autour de 6 équipes, 6 business units, on appelle, 6 grosses équipes de 20 à 40 personnes, qui sont assez autonomes en termes de fonctionnement. Pour nous, c'est un point clé parce que ça permet aux équipes finalement de s'organiser un peu comme elles veulent, de faire leurs choix. Et je pense que ça contribue aussi beaucoup finalement à l'épanouissement des collaborateurs. Et donc les équipes sont assez libres. C'est pour ça que cette mise en place de ShapeUp, elle s'est faite d'abord au sein d'une des équipes. L'équipe qui gère Climi, notre solution de gestion des notes de frais et des achats. Et donc eux, ils ont commencé, donc eux, ça fait 3 ans qu'ils utilisent ShapeUp et ils ont atteint un certain niveau de maturité. Et cette mise en place, elle a été ensuite très progressive dans les autres équipes. Moi, pendant 6 ans, donc je viens de changer d'équipe. Pendant 6 ans, je m'occupais de l'équipe en charge de la gestion des temps et absences. Et donc on a commencé il y a à peu près 2 ans. Voilà, c'est une équipe qui a 2 ans à peu près de recul, 2 ans de maturité. Et là, l'équipe que je rejoins, on a commencé là au mois de décembre. Donc, on n'a pas du tout une approche complètement uniforme des process, ce qui a beaucoup d'avantages, ce qui a certains inconvénients. On le voit, on essaye aussi de compenser ça. Mais voilà, du coup, même au sein de Lucas, voilà, on retrouve différents niveaux de maturité. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas bien le cadre ShapeUp, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que c'est, l'historique, la méthodo, bref, les grandes lignes un petit peu de ShapeUp? Ok, ShapeUp, c'est une méthode produit qui nous vient des US, de chez Basecamp. Donc Basecamp, c'est une société qui a une 20aine d'années, qui fait un outil de gestion de projet, que vous connaissez probablement, qui est assez connu, très utilisé dans le monde entier et en particulier aux US. C'est une petite entreprise. Aujourd'hui, ils font un gros chiffre d'affaires, mais ça reste une petite entreprise. Et il y a quelques années, ils ont décidé de formaliser, ils grossissent quand même, et ils ont décidé de formaliser leur méthode, qui était le résultat je pense, d'années d'apprentissage, leur méthode de développement de produits. Et donc, avec un des salariés, Ryan Singer, lui, il a vraiment formalisé, et il a écrit le bouquin ShapeUp, qu'ils mettent à disposition gratuitement sur leur site. Vous pouvez aussi l'acheter pour ceux qui préfèrent le papier. Mais voilà, en tout cas, c'est largement disponible. Et donc, ils ont sorti ce bouquin. Et Ryan Singer, depuis, il a quitté Basecamp, mais il fait pas mal de tournées. Et on a pu le voir. Et ça, vous pouvez voir le replay. Il était à la ProductConf l'année dernière. Voilà, le Trianon, c'était
C'était top. Donc ça vient des US et c'est finalement la formalisation de leur méthode de développement de produits qui fonctionne très bien pour eux. Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde ? Je ne sais pas forcément, mais en tout cas, ça fonctionne pour eux. Et puis lui, il le répète bien, ce n'est pas un dogme. Donc l'idée, comme toute méthodo, voilà, c'est de se l'approprier, de comprendre l'essence qu'il y a derrière et d'essayer de trouver une forme qui va fonctionner chez soi. Merci beaucoup Tristan. Je te propose qu'on bascule à Lucas et un petit peu l'historique justement de la mise en place de ShapeUp. Est-ce que effectivement tu peux commencer à nous parler de cette mise en place progressive, comment ça s'est passé, quand vous avez commencé à mettre notamment voilà, les cycles, les cooldowns, voilà, m'expliquer un petit peu tout ça. Alors oui, peut-être le premier élément fondamental de ShapeUp, il est autour du rythme de développement. Nous on fonctionnait comme beaucoup chez Lucas sur un Scrum un peu standard avec des sprints de 2 semaines, pas très original. Et donc le premier élément dont on peut parler, c'est cette notion de cycle qui, dans ShapeUp, il le définit sur des cycles de 6 semaines. Donc c'est alterner des phases de 6 semaines de production, 6 semaines de développement, donc un cycle de 6 semaines qui est suivi d'un cooldown, ce qu'ils appellent cooldown, qui est une petite pause de 2 semaines. Et donc qui change un petit peu voilà, de ce rythme souvent de 1 ou 2 semaines avec les sprints du Scrum traditionnel. Et donc ça, c'est la première chose qui a été mise en place. Alors ce qui est rigolo, c'est que la première équipe qui l'a mis en place, ils venaient de l'agile et des sprints de 2 semaines, et ils se sont dit bon, on va essayer, on va faire 3 semaines, parce qu'on pense qu'on arrivera quand même à livrer les trucs en 3 semaines. On va faire 3 semaines plus 1 semaine de cooldown. Puis ils se sont rendus compte que ça ne suffisait pas, donc ils sont passés à 4 semaines plus 1 semaine de cooldown. Puis bon, à force d'itérer, ils se sont dit en fait 6 plus 2, c'est pas mal. C'est pas mal. Ils ne sont pas arrivés là par hasard. Donc il y a eu déjà un petit peu des jeux et des essais pour se caler sur cette phase. Et je pense que ce qui est très intéressant dans ces cycles de 6 semaines, c'est que ça va pouvoir casser la Scrum fatigue qu'on peut avoir avec des projets, parce que finalement en 2 semaines, on ne livre pas grand-chose. Et donc pour faire un projet, il faut X cycles. Et on a souvent beaucoup de mal à savoir à l'avance combien de temps ça va prendre. Ça, on l'a vécu. Hein. Je me souviens de projets chez Lucas où ça doit durer 3 mois, puis en fait ça dure 9 mois. Et l'équipe, elle est épuisée au bout. Voilà, on risque de cramer tout le monde. Donc là, l'idée, la philosophie, c'est vraiment de se poser les questions et d'arriver à découper ces projets. Tous les projets ne peuvent pas forcément tenir en 6 semaines. Mais ça va être de se poser les questions et de découper en morceaux qui ont du sens, qui peuvent shipper. Hein. L'idée, c'est quand même d'aller mettre quelque chose en prod. Alors peut-être que sur un projet monstrueux, ça va en prod, mais c'est peut-être pas visible, c'est peut-être pas disponible au client. C'est peut-être ce qu'on fait souvent, même chez Lucas, c'est que c'est en alpha, c'est que chez nous. Ça commence, c'est que sur la base Lucas. On peut se permettre d'avoir un niveau fonctionnel un peu limité. Mais vraiment, l'idée, c'est on a 6 semaines, on doit shipper quelque chose. Ça, c'est le premier élément fort. Et peut-être juste effectivement pour revenir un petit peu sur cette notion des 6 semaines. Donc aujourd'hui en France, je crois que pour toutes les équipes qui font de l'agilité, on a je crois plus de 70% des équipes qui bossent en Scrum. Donc qui bossent effectivement sur des cycles de 2, 3, voire grand max 4 semaines. Donc c'est sûr que des cycles de 6 semaines, on ne comprend pas trop pourquoi, quel est l'intérêt derrière ces cycles de 6 semaines. Vous qui avez bossé justement un peu en Scrum, qui avez testé un petit peu des cycles de 3 semaines, puis être retourné justement sur des cycles de 6 semaines, c'est quoi pour toi la grosse valeur ajoutée justement de ces sprints de 6 semaines ? La valeur ajoutée, c'est que la deadline, elle est pas négociable. C'est qu'on a 6 semaines pour réellement sortir quelque chose. Et ce qui se passe, c'est que je pense que 2 à 3 semaines, on peut sortir des petites fonctionnalités. Mais pour beaucoup de sujets un petit peu plus conséquents, on sait que c'est forcément plus. Et 6 semaines, c'est pas mal, parce qu'en fait, il y a pas beaucoup, moi j'ai pas rencontré beaucoup de projets où on était incapable de sortir quelque chose de significatif, peut-être un MVP, en 6 semaines. Donc c'est là que je trouve cette approche intéressante. C'est vraiment d'arriver à piloter finalement par la durée, quoi. La deadline, elle est figée. Et donc, du coup, il faut faire des trade-offs, mais pas sur la deadline. Non, c'est clair, tu as raison. Et puis après, effectivement, moi, ce que je vois aussi beaucoup sur les sprints courts, quand on est sur des sprints de 2 semaines, c'est que ça prend beaucoup de bandes passantes, notamment à l'équipe de dev qui va passer une majorité de son temps en réunion, parce qu'effectivement, quand tu fais la planif, les grooming, la rétro, etc., ça prend quand même la grosse bande passante au niveau des équipes de dev qui passent pas suffisamment de temps à coder. Et donc ça, effectivement, je pense que sur des sprints de 6 semaines, c'est plus intéressant parce que justement, tu passes plus de temps les mains dans le cambouis à développer des choses, quoi.
On a parlé un petit peu des cooldowns, qui est effectivement un concept important de ShapeUp. Comment tu les définirais, toi, les concepts de cooldown, et qu'est-ce que vous faites justement chez Lucas durant ces périodes-là? Bon, le cooldown, quand on met en place ShapeUp, le cooldown, on essaie de finir le projet qu'on n'a pas réussi à finir en 6 semaines. C'est malheureux, mais souvent c'est un peu la réalité. Voilà, voilà. S'il y a des équipes qui ont mis en place ShapeUp et qui n'ont pas commencé par juste finir, utiliser le cooldown pour finir leur projet, qu'ils le disent, mais bon, nous ça a été voilà, peut-être une des premières difficultés. Non, l'idée du cooldown, en fait, l'idée de ces 6 semaines, c'est d'avoir des équipes qui sont focus, qui sont concentrés. Et normalement, dans Basecamp, ils poussent le bouchon loin. Il n'y a pas de support. Non, les gens sont complètement focus. Et donc, le cooldown, il permet de sortir un petit peu la tête de l'eau, de réfléchir à la suite, de se poser, de travailler un petit peu à la conception de ce qui va se passer derrière, et de la sélection de ce qui va se passer derrière. Ils font aussi, du coup, le support. Vu que l'idée, c'est d'être focus pendant 6 semaines et de ne pas traiter ce qui va être gestion des bugs, par exemple, pendant les 6 semaines. Ça, c'est dans ce cas-là, la réalité Ouais. On a plusieurs manières de faire chez Lucas aussi, aujourd'hui, en fonction des équipes. Nous, on ne peut pas se permettre, sur du SIRH, il y a parfois des bugs pas urgents qui, clairement, pourraient attendre le cooldown. Et puis, parfois, on a besoin d'intervenir et de régler le problème dans les 24 heures ou dans les 48 heures. Donc, on est obligé d'avoir à un moment une certaine réactivité. Il y a plusieurs manières de le faire. Ça peut être une équipe. Nous, parfois, il y a quelques personnes dans l'équipe qui sont un peu d'astreinte et qui, elles, gèrent complètement le support. On a testé pendant 6 semaines, ça fait long. Parfois, c'est un petit peu pendant 2 semaines. Là, dans l'équipe précédente, on s'était arrêté pour dire, en fait, le vendredi, c'est la journée dédiée au support. Toute l'équipe, le vendredi, fait du support. En fait, on bosse à 4/5e, en gros, sur les projets. Et le vendredi, c'est support pour tout le monde. Bref, on a testé, il y a différentes méthodes, ça dépend des volumes de support qu'on peut avoir aussi. Donc en tout cas, il peut y avoir du support. L'idée, c'est aussi de pouvoir passer peut-être des quick wins, des petites évos qui prennent une demi-journée, une journée, des évolutions techniques, typiquement upgrade de lib. Nous, par exemple, le design system, on a calé sur les cycles, les releases du design system. Donc voilà, on a aussi une période pour faire les montées de version, proposer des refactos. Souvent, l'idée, c'est que les devs, ils aient un petit peu la main et qu'ils puissent aussi, eux, choisir ce qu'ils font dans cette phase de cooldown. Et alors moi, je trouve le concept ultra important des cooldowns, et j'essaie de le pousser sur une majorité de mes coaching produits, mais souvent, ce que les équipes me disent, et c'est peut-être le ressenti de certaines personnes qui nous écoutent, c'est que c'est très difficile de convaincre les stakeholders, les managers, de mettre en place des temps de cooldown, parce qu'ils disent non mais vous allez rien faire pendant 2 semaines, globalement on a quand même des features qui sont très urgentes, tout est toujours très urgent. Comment tu pourrais justement aider ces personnes qui souhaitent mettre en place des temps de cooldown dans leur quotidien pour éviter un peu ce que tu disais, la scrum fatigue que moi je retrouve chez beaucoup d'équipes aujourd'hui. Quels éléments de langage tu leur donnerais pour justement convaincre un peu les stakeholders et les managers? Je pense que déjà le fait de sortir certaines tâches qui peuvent être certains éléments du support, des montées de version, des refactos techniques, les sortir du flow normal de production sur des 6 semaines et de les consacrer sur ces 2 semaines. C'est pas 2 semaines où on se tourne les pouces, c'est 2 semaines où on bosse. C'est juste qu'on bosse sur des choses un petit peu différentes. Donc que ce soit ça ou la préparation du cycle d'après, ça permet, j'ai envie de dire, la meilleure preuve, ce serait de shipper en 6 semaines. De faire des projets où on tient les 6 semaines et en 6 semaines, on ship. Et à partir du moment où on montre qu'on peut délivrer, a priori, on récupère, je pense, la confiance. Okay. C'est ça, c'est que si on le fait bien et qu'on arrive à livrer en 6 semaines, normalement, il n'y a pas de... Je pense que ça aidera à faire passer les choses. Mais surtout, ça s'appelle cooldown, mais c'est pas du tout une période où on se tourne les pouces. Ouais, c'est peut-être la terminologie qui n'est pas la bonne. Parce qu'effectivement, c'est pas cool du tout. Deuxième partie de ce Dwitch produit, on va passer à la phase de shaping. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que cette phase de shaping qui est très importante côté ShapeUp? Yes, dans ShapeUp, il y a l'idée, donc on a parlé du cycle 6 semaines plus 2 pour la partie vraiment en fait delivery, c'est la phase de build. Et avant la phase de build, il y a une phase de shape, et donc qui va être la phase un peu de définition et de conception de ce qu'on va build, ce qu'on va construire le cycle d'après. Et donc là, c'est une timeline un petit peu parallèle où, alors avec
je crois que chez ShapeUp, ça va être potentiellement des personnes différentes, mais l'idée, c'est d'avoir sur un cycle, en parallèle d'un cycle de développement, d'avoir un cycle consacré à la partie shape, donc à la définition de ce qu'on va construire, ensuite. L'idée, c'est d'aboutir à la fin de ce cycle à un pitch, qui s'appelle un doc de pitch, qui regroupe un petit peu tous les éléments, les directions qu'on veut prendre, et qui est une base. Alors, dans la description qu'ils en font dans Basecamp, on n'est pas tout à fait dans une spec complètement détaillée. On a une description du problème, une description de la solution imaginée. Chez eux, on n'a pas de maquette. Une différence. Voilà. Chez nous, typiquement, on va en général un petit peu plus loin là, dans les aspects de design. Et voilà, l'idée, c'est de faire ça. Après, on arbitrera. On parlera un petit peu après de la betting table, des points d'arbitrage. Il va définir, mais cette phase de préparation et de conception. Et là, je vais m'attarder sur un point qui, je pense, est le plus important peut-être de toute la méthodo. C'est que dans le pitch, on définit le problème et on définit l'appétit. Et pas l'estimation de combien de temps ça va prendre. On définit l'appétit qu'on se donne pour résoudre le problème. Et l'appétit, c'est vraiment ça, c'est quelle énergie, quel temps on va vouloir investir dans la résolution du problème. Et ça change fondamentalement de l'approche assez habituelle de faire des estimations. C'est qu'on découpe, on fait nos specs, on décrit précisément ce qu'on va vouloir construire, et puis après avec les devs, on va décrire précisément en termes plus techniques ce qu'on va vouloir construire, et après on va dire ça va prendre tant de temps. Et après on a découpé, on fait nos petites user stories, on va dans Jira, on met tout ça dans Jira, et voilà. Et après on est un peu sur des rails et on livre selon ces termes. Et là, l'idée de l'appétit, c'est de changer un petit peu les choses. Et Ryan Singer, il le dit bien. L'idée, c'est d'essayer de se contraindre par cet appétit pour être créatif et trouver des solutions qui fonctionnent. Et ça, c'est hyper difficile. Et même après 2-3 ans de shape-up de recul, je me rends compte, là, dans des équipes où on essaye de le mettre en place, c'est hyper dur à comprendre la différence entre l'estimation et cette notion d'appétit. Parce qu'il y a un petit jeu, ça, pour donner un appétit. Admettons que je vais faire une feature et je me donne un appétit du coup de 6 semaines d'un cycle. Il faut bien que j'ai une petite idée de la complexité de la fonctionnalité, de la complexité à le développer. Donc il faut que j'ai discuté avec des développeurs ou que moi-même, je m'y connaisse un petit peu en tech. Et surtout, ce qu'il dit Ryan Singer, il dit posez-vous la question, vous dites 6 semaines, mais si tu n'as que 3 semaines, voir si tu n'as qu'une semaine, si je te donne une semaine pour résoudre le problème. Alors là, vous mettez un PM, un dev et un designer. Si on a une semaine pour régler le problème, ça va forcer à être créatif. On va penser à autre chose. Peut-être qu'on va changer plus les textes, peut-être qu'on ne va pas refondre complètement le modèle. Il y a peut-être d'autres manières de répondre au problème. Mais comme on a tendance, et ça, c'est un biais un petit peu des PM, tu ne peux pas me parler d'un problème sans que j'imagine tout de suite la solution. Je vais chercher. Et parfois, on tombe amoureux de la solution plus que du problème. C'est ce qu'on dit souvent. Et c'est vrai, dès qu'on commence à avoir une solution, après, on veut absolument aller au bout, on pense qu'à ça et on oublie parfois le problème qu'on veut résoudre. Et donc aujourd'hui, chez Lucas, vous n'avez plus du tout d'estimation, plus de story point, plus de taille de t-shirt. I wish. Non, alors en vrai, même sur la partie Scrum, je pense que dans pas mal d'équipes, en tout cas dans les équipes dans lesquelles j'étais, on avait lâché les estimations. Okay. On était en mode no estimate. Okay. De toute façon derrière, ça marche pas, on les tient pas. Donc on avait abandonné cette partie-là du Scrum. Et voilà, donc là, on y est clairement, on n'y est pas encore sur l'appétit. Je pense que je l'ai vu encore là très récemment sur pas mal de projets. On a cette volonté naturelle et c'est très bien juste de faire les choses bien. On a envie de faire la super feature. On rêve toujours de la Rolls-Royce. Tout le monde. Les designers, les PM, les devs, tout le monde veut faire le truc hyper bien. Et la notion de l'appétit, c'est de dire, ok, peut-être qu'on va se donner un gros appétit quand on parle du golden path, de vraiment des fonctionnalités principales de l'outil. Et puis sur d'autres, il faut que ça fasse le taf. Et ça vaut pas le coup de mettre beaucoup plus d'énergie. Et c'est difficile. Je l'ai testé sur des features il y a pas longtemps. Petit appétit, c'est une obligation légale, personne va l'utiliser, bref, il faut qu'on coche la case. Non, on avait du monde, on a mis 2 designers, on est le content designer, ça passe en design review. Il y a 15 personnes qui se retrouvent impliquées sur le projet parce que réflexe, parce qu'on a envie de faire le meilleur outil possible. Donc non, parfois, il faut se dire, ok, non, l'appétit,
il est ce qu'il est, on se met d'accord sur l'appétit, et ça demande de bien discuter, entre autres, avec les devs, de faire cet exercice de dire, attends, si on avait moins de temps, et peut-être qu'on va trouver une solution, peut-être qu'en 3 semaines, on imagine une solution qui, en fait, fait le job. En fait, on va dire, mais en fait, là, on a assez de valeur. Bon, du coup, on se met un appétit, va se mettre un appétit de 3 semaines, et pas un de 6 semaines. Et parce que cette notion d'appétit, je pense qu'elle intéresse beaucoup de personnes, parce qu'effectivement, théoriquement, on comprend le sujet. Après, moi, c'est vrai que sur le terrain, je vois aujourd'hui peu d'équipes, peu d'entreprises qui utilisent cette notion d'appétit. Pour convaincre un petit peu, justement, ces product people qui nous écoutent de basculer, justement, de l'estimation à l'appétit, est-ce que tu aurais des résultats à nous partager, des choses qui ont changé chez Lucas qui fait que, voilà, avec l'appétit, bon, bah, vous êtes meilleur dans ce que vous faites? Alors, on a retrouvé quelque chose, là, dans l'équipe, là, qui a les 3 ans de recul, là, qui a un peu plus de maturité. Il y a un point, c'est que chez Lucas, on essaie d'avoir des PM qui sont très impliqués, y compris dans les aspects tech et dans la conception, jusqu'à concevoir une partie des API, etc. Donc, on demande de PM d'être en capacité de faire ça. Et donc, ce qui, dans une relation un peu traditionnelle, peut donner l'impression aux devs qu'on va marcher un peu sur leur plate-bande. Donc, dans cette partie shape, finalement, il y a une collaboration entre les PM et les développeurs sur cette phase, sur cette conception, sur l'identification de la solution. Et l'idée qui est forte, je trouve, là, avec l'appétit, c'est qu'on va contraindre, dans cette phase de build, on va contraindre, par exemple, sur 6 semaines le développement, et c'est une phase sur laquelle les devs, ils prennent le pouvoir. C'est que normalement, sur cette phase, sur ce cycle de construction, les devs, ils ont l'appétit, ils savent qu'ils doivent livrer quelque chose en 6 semaines, et là, c'est eux qui ont le pouvoir. Le PM, il est à disposition pour répondre aux questions, et donc là, un dev qui dit « Ah ben, on avait imaginé cette solution, mais en fait, là, potentiellement, je vois une manière d'optimiser, de faire un petit peu mieux, etc. » Ils ont cette latitude-là. On n'a pas des user stories hyper précises qui disent « Bah non, on doit faire ci, on doit faire ça exactement de cette manière. » Là, ça permet de contrebalancer un petit peu ce jeu de pouvoir et de redonner une latitude aux équipes pour proposer une solution. Ok, ultra intéressant. Est-ce que, selon toi, cette notion d'appétit, elle est applicable pour toute entreprise, toute équipe produit, tout contexte, ou il y a quand même des spécificités, je ne sais pas, liées à cette application de l'appétit? Je ne sais pas si j'ai assez de recul pour avoir un avis tranché, mais là, je dirais que oui. Ouais. Je ne vois pas de raison de ne pas s'approcher là, surtout que ça permet vraiment de passer dans une philosophie où on va chercher à produire de la valeur et encore une fois de régler un problème et de partir d'un vrai problème. Encore une fois, on tombe amoureux du problème, pas de la solution. Et finalement, il y a plusieurs manières de répondre à un problème. Donc, on a un problème à résoudre, on se donne un appétit, on aura une réponse là-dedans et on évite encore une fois les projets fleuves. Donc, je ne vois pas de limitation comme ça. Il y a peut-être des industries particulières où ça ne fonctionnerait pas, mais en tout cas pour des éditeurs de logiciels en B2B, même là comme nous, je ne vois pas de contrainte. Pas de limite. Oui, surtout qu'on est aussi... ça fonctionne bien parce qu'on fait, on fait du web, on fait du SaaS, on peut faire des mises à jour tous les jours, toutes les semaines, tous les mois si on veut. On n'est pas contraint. On n'a pas de contrainte hardware, par exemple. Peut-être que ça pourrait être différent dans des mondes avec plus de hardware. Okay. Je voudrais revenir un petit peu sur la notion de shaping, qui est effectivement une notion très importante dans ShapeUp. Et effectivement, on a les shapers d'un côté, les builders de l'autre. Alors, moi, je trouve que c'est une notion qui est fantastique. Parce que effectivement aujourd'hui un des plus gros pain points de notre métier, c'est que on a du mal à dédier du temps pour faire la discovery. Pourquoi? Parce que effectivement la discovery c'est un peu ce truc de c'est très important mais c'est non urgent, et le delivery c'est moins important mais c'est très urgent. Et donc effectivement forcer un petit peu ces deux cycles en parallèle, c'est ce qu'on a aussi dans l'agilité avec le dual track agile. Je trouve ça très intéressant. Mais comment ça se matérialise chez Lucas concrètement? Tu vois ces deux tracks en parallèle qui s'opèrent, la partie shaper, la partie builder. Est-ce que effectivement le product manager il arrête de builder et il est uniquement sur la partie shape et il fait sa discovery, ou enfin voilà, comment ça se passe un peu dans le quotidien ce truc-là? Et alors, le premier point, c'est que normalement le PM il build pas. Parce que le point d'avant c'est ça, c'est que pendant la phase de build, c'est les devs qui pilotent. Ils ont l'appétit, ils ont la direction. Le PM il est là pour répondre aux questions. Mais si on n'est pas... normalement, le PM, après, il répond aux questions. Et normalement, il intervient peut-être au bout de 4 semaines quand on a un premier lot qui se tient, qui est shippable, pour lequel on va faire de la recette. Mais normalement, on lui a libéré du temps parce que
contrairement à ce qu'on faisait parfois en Scrum, où le PM il vient recéter chaque user story une à une, puis le lendemain il y en a une deuxième qui est mergée, et puis du coup ça va peut-être péter ce qu'il a recété la veille. Moi j'ai vécu ça parfois, où on passe sa vie à recéter des trucs. Non, là c'est les devs qui gèrent. Ok. Et c'est eux qui shippent un truc, enfin, voilà, au bout de 4-5 semaines, on a quelque chose à tester. Donc avant ça, en fait, on se libère du temps. Parce que le ownership, il est passé côté dev. Mais on se libère du temps pour bosser sur cette phase de shape, qui est finalement une collaboration forte entre PM et designer, avec des inputs des devs aussi, assez vite justement pour avoir la faisabilité. Évidemment, pour être capable de donner un appétit, il faut quand même une bonne notion. Donc soit c'est des PM assez tech qui ont cette idée-là, soit on va venir onboarder aussi un peu des devs expérimentés. Ok, donc ça se fait quasi naturellement au final, ce truc-là. Ça marche. Et peut-être juste pour revenir sur cette notion de pitch, donc effectivement c'est important parce que voilà, l'équipe produit va bosser un peu sur cette phase de shaping et l'idée c'est d'aboutir un petit peu sur un pitch à présenter à différentes personnes dans l'organisation pour valider ou invalider l'engagement de l'équipe sur la feature à développer. Donc effectivement dans ShapeUp, il y a plusieurs choses dans ce pitch, il y a la problématique, l'appétit, la solution envisagée, les risques, etc. Vous, chez Lucas, à quoi ils ressemblent finalement les pitchs qui sont un peu la pierre angulaire finalement de ShapeUp? Alors on n'a pas pris tel quel le modèle là, de ShapeUp. On s'est posé pas mal de questions parce il y a différentes influences. Et aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de l'autonomie de nos équipes produits. Toutes les équipes produits n'utilisent pas forcément le même template. On n'a pas un template uniformisé chez Lucas. Moi, celui que j'ai mis en place dans les équipes dans lesquelles j'étais, il se basait sur un modèle de one-pager ou de PRD, ils disent américains, Product Requirement Documents, celui de Lenny Rachitsky. Qu'on proposait un. Il avait fait un super article d'ailleurs avec une dizaine de one-pager issus de différentes boîtes de tech, entre autres américaines. Et voilà, donc j'avais pris le sien, on s'était inspiré un peu de différents. Donc ça reprend, on retrouve toutes les parties de ce qu'on va retrouver dans le pitch des gars de Basecamp. On a quelques éléments en plus, par exemple les KPI. Se poser tout de suite la question avant de lancer les devs sur c'est quoi nos KPI de succès. J'ai fait aussi rajouter la partie plan de déploiement. C'est comment on va piloter la release. Parce que nous, sur ce qu'on fait maintenant chez Lucas, on a 8000 clients, on ne peut plus juste shipper en prod pour tout le monde d'un coup. Donc souvent, il y a ce que je disais, éventuellement une alpha où c'est en prod que chez Lucas. Puis après, peut-être qu'on va faire une bêta privée avec quelques clients, puis public, etc. Donc c'est adapté en fonction de la feature qu'on va lancer. Mais c'est bien de se poser la question. Typiquement, est-ce qu'on va avoir un feature flag pour pouvoir désactiver si ça se passe mal? Ça, il faut le savoir en amont pour que les devs ils adaptent. Voilà, deux parties, après les risques. Et puis nous, les impacts, parce que comme on a plusieurs équipes, et là, l'équipe sur laquelle je travaille, sur la gestion de l'employé, l'API des collaborateurs, entre autres, c'est utilisé par toutes les autres équipes dans Lucas. Donc il faut absolument qu'on sache. Voilà, ça peut causer des problèmes. Si on pète, si on change la manière de gérer, je ne sais pas, les contrats ou quoi que ce soit, potentiellement, il y a peut-être 5 ou 6 équipes autour qui doivent se mettre à jour, passer sur les nouvelles API. Donc ça, on essaie de l'anticiper aussi pour que communiquer en amont et que les équipes prévoient dans leur roadmap qu'il va y avoir ces changements. Ok. Et sur les pitchs, qui valide le fait que ça passe en build ou qu'il faut retravailler un peu la discovery? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est les fondateurs, ou c'est un collectif? Comment ça se passe, la validation justement des pitchs? Là, le choix des sujets qu'on va lancer en dev, il se fait principalement en effet par le responsable de BU, donc qui est juste au-dessus des product directors ou des lead PM, et également avec le CPO. Nous, on a un point, on essaie de s'engager, on a mis en place une roadmap en interne pour donner de la visibilité aux équipes business, entre autres aux équipes commerciales qui font les démos aux clients, pour qu'ils puissent annoncer aux clients un peu en avance ce qui va se passer. Donc là, tous les trimestres, on essaie de s'engager sur est-ce qu'on va produire le trimestre d'après. Donc là, il y a cette revue où l'équipe prépare, on dit nous, on voudrait faire ça. Et du coup, avec le CPO, on fait cette évaluation et on valide les priorisations. Mais en général, on suit la plupart du temps les recos faites par les équipes
Ouais. Ok, ça marche. Écoute, super clair Tristan. Ce que je te propose, c'est qu'on passe à la troisième partie de ce Dwitch produit autour de la phase de betting, qui est encore le dernier des fondamentaux de ShapeUp. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que la phase de betting et comment ça se matérialise chez Lucas? C'est la transition parfaite avec ce que tu évoquais juste avant, parce que la phase de betting, c'est en effet la phase où on va en fait prendre les paris, où à partir des pitchs, les différents porteurs là, de projets vont pitcher leurs projets. Et donc là, on va finalement sélectionner les projets qui partent en build au cycle juste après. On en parle en dernier, on en parle en dernier parce que c'est de mon expérience, de notre expérience chez Lucas, c'est peut-être ce qui arrive, ce qui arrive en dernier. Ouais. Les cycles de 6 semaines, c'est assez facile, on arrive facilement à passer dessus. Le shape, plus ou moins bien, mais on y arrive assez facilement. Ouais. Par contre, le betting, ça, c'est pas trivial. On va dire, il y a une partie qui est simple, c'est juste dire, bon, à un moment, il faut choisir les sujets qu'on va prendre. Et là, on a envie de dire, ok, le responsable de BU ou le CPO, il vient, il choisit. Ok, c'est pas vraiment ça, l'idée de la betting table. Et j'en discutais en préparant ce point avec Thomas et Antoine de l'équipe Clémy qui a commencé à mettre en place ShapeUp, eux, il y a 3 ans. Et là, Antoine me disait la semaine dernière, je suis hyper content, là, on a enfin eu une vraie betting table. Et on disait c'est quoi la vraie betting table? C'est une betting table où on a fait des arbitrages. C'est-à-dire qu'il y avait plus de projets qui étaient pitchés que finalement de projets qu'on allait pouvoir prendre, que d'équipes et que de ressources derrière pour délivrer. Et donc, il a fallu choisir. Parce que ce qui se passe malheureusement assez souvent, c'est qu'on a un peu décidé d'avance. On sait un petit peu d'avance quelle va être notre roadmap. Et du coup, finalement, on pitch, on se dit, de toute façon, ça, le cycle prochain, on sait qu'on va bosser là-dessus. Donc, le PM, il prépare son pitch, il fait son shaping que sur ce sujet-là. Et puis c'est tout, quoi. On va pas en shaper, on va pas passer du temps à préparer d'autres sujets, vu de toute façon, ils seront pas choisis. Et donc, comment on fait pour changer ça? Parce que du coup, on remet pas en question les sujets, on va pas faire d'arbitrage, et c'est pas forcément comme ça qu'on tirera le plus de valeur. Donc, comment on change les choses? Une piste qui peut être de finalement laisser de faire en sorte que les PM ils aient du temps pour préparer potentiellement plusieurs projets. Pas forcément à chaque fois, parce que si à chaque fois on en prépare 2 puis qu'on n'en prend qu'un, on va se retrouver avec tout un backlog. Ça, c'est une question que j'ai eue hier de quelqu'un de l'équipe. Il dit, mais on va pas se retrouver avec un backlog de trucs pitchés mais qui seront jamais sélectionnés et du coup avec un peu frustrant. Donc non, l'idée, on va pas demander aux gens de pitcher à chaque fois, de préparer deux sujets. Par contre, il y a une piste, c'est de laisser pitcher les devs et les designers. Et ça, il y avait un peu ce réflexe de dire, en fait, c'est les PM qui portent les projets, c'est les PM qui préparent. En fait, non. Donc, ce qu'on fait, on essaie de faire en sorte que les devs puissent pitcher, parce qu'il y a des sujets qui les intéressent. Ça peut être, on a des intégrateurs, ils vont parler de sujets peut-être d'accessibilité. Parfois, il y a des sujets de refacto. Peut-être que les devs, ils peuvent voir des problèmes techniques parce qu'on a du code legacy avec un seul dev senior qui est complètement le SPOF, là, le point of failure là, de l'équipe. Bref, ils peuvent avoir des idées et donc venir pitcher les sujets. Et pareil pour les designers, qui peuvent faire au quotidien se rendre compte que peut-être l'expérience dans le produit, à force de rajouter des choses à droite à gauche, on a peut-être perdu en UX. Ils peuvent aussi, eux, pitcher des sujets. C'est le cas aujourd'hui chez Lucas? Pas systématiquement. Encore, là, je suis dans une équipe où on vient tout juste de mettre en place la méthodo, mais c'est quelque chose qu'on va essayer de pousser dès le début. Et je sais que dans l'équipe précédente, là, on l'avait mis en place. Pas à tous les cycles, mais à certains, je me souviens qu'on l'a mis en place. Et on était très content de l'avoir fait parce qu'on s'est rendu compte, en ayant un petit peu plus de projets pitchés, au moment de lancer le cycle suivant, se rendre compte qu'en fait, un des gros sujets qu'on avait prévu de lancer, en fait, on n'était pas prêt. Au niveau du pitch, il y avait des éléments qui n'allaient pas. Et du coup, opportunité, ok, on avait un sujet qui était là, de refonte d'une vieille page legacy qu'on avait prévu de faire beaucoup plus tard. Ça, c'était prêt, on y allait. Voilà. Et donc, ça a permis d'avancer et de ne pas finalement occuper son temps en attendant que des specs soient terminés. On avait des sujets qui apportent de la valeur, de près un petit peu sous la main. Ok, canon. Et effectivement, dans ShapeUp, du coup, cette notion de betting table, elle est tellement importante qu'on n'est plus censé avoir de backlog avec nos user stories parce que effectivement, dans ShapeUp, on dit le backlog, de toute façon, c'est une liste quasi infinie de tâches qu'on ne fait jamais.
Est-ce que chez Lucas, vous avez abandonné le concept de backlog et d'user story? Alors, on utilise un outil Product Board pour entre autres la collecte des insights et pour finalement l'organisation côté PM, PMM, l'organisation des grands sujets et des prochains sujets qu'on doit traiter. Donc là, on a une sorte de backlog. Là, on a une sorte de backlog. Alors, idéalement orienté plutôt par problématique, mais dans les faits, parfois, voilà, qui définit, qui peut lister des projets de fonctionnalité, ce qui va permettre de collecter les insights et voilà, de faire un petit peu mûrir. Donc, ça peut ressembler à un backlog, mais on n'est pas à un niveau de précision type user story. Ça, on essaye d'éviter le vieux backlog Jira avec plein de sujets hyper détaillés ou de bugs qu'on ne traitera jamais. On essaye d'éviter. Encore une fois, on est 200, on a une dizaine d'équipes produits différentes. Et donc voilà, j'ai pas le nez dans les outils de chacune des dizaines d'équipes. Donc voilà, c'est un peu le mais voilà, je sais que en tout cas la tendance, et là où je vois, c'est qu'en effet de moins avoir un backlog de petits sujets précis qui s'accumulent qu'on traite jamais, d'avoir plutôt une vision des sujets un peu macro qu'on va vouloir traiter, d'utiliser les insights, etc. pour nous aider à savoir qu'est-ce qu'il faudrait qu'on priorise. Et après, c'est au moment de cette partie de shaping qu'on va rentrer dans le dur et dans la conception. Ok. Et il y a un concept qui est assez costaud quand même dans ShapeUp, qui est celui d'honorer ses paris. C'est-à-dire juste pour l'expliquer rapidement à ceux qui nous écoutent. Donc, une fois effectivement qu'on a effectué ce pitch et qu'on s'engage sur une ou plusieurs fonctionnalités à construire, l'idée c'est de construire cette fonctionnalité sur 6 semaines. On n'a pas le droit de pivoter. Si on n'a pas construit les fonctionnalités au bout de 6 semaines, on n'a pas le droit de recontinuer sur un nouveau cycle. Donc effectivement, ce qui force les équipes à respecter leurs engagements et je pense ce qui crée beaucoup de valeur ajoutée in fine dans l'entreprise. Mais comment ça se passe chez vous, chez Lucas? Est-ce que c'est un truc qui est réaliste ou très compliqué à mettre en place? Comment tu vois les choses là-dessus? Bon, moi, j'ai pas souvenir qu'on ait décidé au bout de 6 semaines de jeter parce que c'était pas fini ou que ça collait pas à ce qu'on voulait. Dans les faits, ça c'est compliqué. C'est compliqué à mettre en place. D'une part, déjà, c'est compliqué de finir en 6 semaines. Première chose. Mais le plus important pour moi derrière, c'est quand même le rythme. Ça nous a quand même forcé à découper dans un morceau. Même si ça tient pas 6 semaines au début et qu'on le fait en 7 semaines en grignotant un peu, a priori c'est toujours mieux que d'avoir fait peut-être 8 fois 2 semaines si on était resté en Scrum. Après voilà, je pense que c'est un entraînement à faire. Nous on s'empêche pas, et toi typiquement tu dis on n'a pas le droit de continuer après. Je pense qu'on a le droit, c'est juste qu'il faut assumer. Typiquement, tu peux te dire, j'ai une feature, le cœur de la feature, c'est ça, vraiment la partie MVP. Ouais. Parfois, on a prévu des trucs un petit peu should have ou nice to have. On en fait peut-être une partie, et puis là, on a un truc qui ship, et le truc, il part en prod. On a respecté, on a honoré notre pari. Et après, la question qui se pose, c'est, sur mon cycle d'après, qu'est-ce qui va avoir plus de valeur? Est-ce que ça va être de continuer, de finir avec les petits nice to have qu'on avait prévus d'avant, ou de lancer un nouveau sujet? J'ai envie de dire, ça dépend. Ça dépend. Si on est sur, je sais pas, ton Golden Pass, qui est vraiment l'expérience que tu veux, lighting, lovable, le truc incroyable de ton outil, peut-être qu'il va falloir faire cet extra mile. Dans ce cas-là, c'est juste que ça devient un nouveau pitch. Ce qui reste à faire, c'est un nouveau pitch. Et normalement, tu arbitres. En fait, tu vas arbitrer quelle valeur ça va avoir de faire passer cette feature d'un 3 sur 5 à un 4 sur 5 comparé au fait de lancer une nouvelle feature. J'ai pas la réponse. Peut-être que ça a de la valeur en effet de continuer. Et voilà, après souvent c'est nice to have. Nice to have. Si tu les as pas et tu arrives à vivre avec. Il faut faire attention, il faut quand même que les équipes elles comprennent que ce qu'on va shipper, la version minimum qu'on va shipper, ça veut pas dire qu'elle est pas quali. Faut pas raccourcir les temps de dev en enlevant les tests. Ça veut pas dire que c'est pas quali. Ça veut dire qu'on se concentre sur l'essentiel de la valeur qu'on va vouloir fournir. Il peut y avoir cette frustration où forcément comme on pilote par la deadline, par le temps, il faut faire des arbitrages. Et du coup, les équipes
passe une partie du temps à se dire bon, on va pas faire ça, on va pas faire ça, on va pas faire ça. Ce qui peut être frustrant sur la durée, mais si on arrive, par contre, si on arrive toutes les 8 semaines, enfin à chaque cycle, à shipper quelque chose qui a de la valeur, je pense que quand on regarde derrière soi le chemin qu'on a fait, on fait ok, pas mal, c'est pas mal. Canon. Et on a beaucoup parlé de ShapeUp, mais chaque entreprise construit un petit peu son propre système produit avec ses propres pratiques, ses propres process. Est-ce qu'au-delà effectivement du cadre ShapeUp, il y a peut-être des trucs chez Lucas qui apportent beaucoup de valeur ajoutée dans votre quotidien ou pas forcément, vous êtes vraiment basé uniquement sur ShapeUp? Bonne question. Je pense que nous, ce qui va apporter de la valeur, on a cette problématique, je l'évoquais, d'avoir des équipes produits assez autonomes. Et donc le risque, le risque, c'est le désalignement. Ça peut se voir dans le design, ça peut se voir dans les interactions, dans les connexions entre les outils, dans les maturités des méthodos. Donc voilà, on essaie de travailler sur ce niveau-là. Et un aspect, ça va être sur le design. Il y a eu un effort, on a monté une équipe qui est dédiée au design system. Et il y a toute une guilde de design qui s'est mise en place avec les développeurs front, là, les intégrateurs web, avec les designers qui travaillent et qui fait typiquement des design reviews avec des revues de design transverses. Donc, chaque product designer va pouvoir aller pitcher, faire une revue avec des PM et des designers d'autres équipes, ce qui va permettre typiquement de garder ce niveau de cohérence. Voilà, ça c'est des problématiques quand on atteint une certaine taille ou qu'on a en fait une multitude d'équipes produits. Lucas, c'est comme si on avait plusieurs boîtes dans la boîte. Mais pour autant, les clients derrière, toi, tes clients, Lucas, tu utilises Lucas et tu t'en fous de savoir s'il y a 5 équipes ou une équipe derrière Lucas. Donc nous, on va essayer de faire en sorte que tu n'aies pas l'impression qu'il y ait 5 équipes qui ne se parlent pas, mais qu'il y ait bien une boîte, Lucas. Canon. Et peut-être dernière question sur ShapeUp, et puis après on pourra passer au nouveau concept de Flash Casse-Dalle, tout un programme. Est-ce que aujourd'hui tu recommandes ShapeUp à tout type d'organisation ou selon toi il y a quand même ShapeUp c'est plutôt fait pour tel type d'entreprise ou tel type d'entreprise, enfin comment tu vois les choses par rapport à ce cas de méthodo? Tout type, je ne sais pas. En fait, je poserai la question aux gens, est-ce que vous pensez qu'il y a un problème? Est-ce que vous avez des frustrations sur la manière dont vous travaillez, dont vous shippez? À la rigueur, s'il y a des gens qui sont très contents de ce qu'ils ont et de comment ça fonctionne, s'il n'y a pas de problème, essayons pas de résoudre une absence de problème. Voilà. Après, je pense qu'il y a beaucoup de boîtes où il y a des frustrations, et entre autres des frustrations liées à la relation produit tech, produit design, design tech, sur cette conception, sur les projets tunnels où on a l'impression de jamais en sortir. Donc là, je dirais, regardez, jetez un œil. Et je pense qu'il y a des choses, même en prenant qu'une partie, c'est ce qu'on disait au début, juste l'histoire du cycle de 6 semaines qui impose à découper son projet en plus petits morceaux, juste ça, pour moi, ça a de la valeur. Juste se dire, attends, on va découper un truc plus petit qu'on va être capable de shipper. Juste ça, si on avait fait ça il y a quelques années sur des projets de Refacto, où on a un peu cramé des équipes parce que ça a duré 3 fois le temps prévu. Si on avait vu les choses de cette manière-là, je me dis que ça aurait pu se passer différemment. Ouais, c'est clair. Et ça, je pense que c'est peut-être, comme tu dis, un des concepts les plus importants dans ShapeUp parce qu'on a l'impression de découper ce qu'on développe en Scrum en faisant des petits sprints de 2, 3, 4 semaines. Mais dans les faits, on ship rarement au bout des 2, 3, 4 semaines et on se retrouve à effectivement shipper tous les 6 mois alors qu'on a l'impression de découper en sprint. Mais effectivement, c'est plutôt finalement quasi du cycle en V qu'on peut faire parce qu'on ne ship pas toutes les 6 semaines comme on peut le faire avec ShapeUp. Ce qui est... et je vais peut-être donner une limitation. Je me suis rendu compte peut-être d'un cas un peu limite où finalement ShapeUp avec ses cycles de 6 semaines ne nous aide pas forcément. C'est quand on a un outil où il y a finalement on peut apporter beaucoup de valeur avec plein de petits sujets, de petites évolutions. Et là, ok, on a ces 6 semaines, on a enfin un big batch, un sujet de 6 semaines. Du coup, on ne sait pas trop comment gérer cette multitude de petits quick wins, de petits sujets qui vont prendre un jour, 2 jours, une semaine. Et ça, parfois, on se dit non, ça vaut pas, ça mérite pas de passer sur un cycle de build. On va peut-être le garder pour un cooldown. Puis le cooldown, on n'a pas le temps. Du coup, on repousse. Alors que peut-être que ces petits sujets d'une journée ou d'une semaine ont beaucoup plus de valeur qu'un projet structurant, un peu de refacto qu'on a prévu de faire. Mais voilà. Donc voilà, ça c'est un petit peu le challenge du comment. Souvent la solution c'est de les regrouper et puis de se dire on va passer un cycle ou un demi-cycle sur
passer tout un ensemble de petites évos. Mais voilà, ça, c'est des petites limites qu'on peut Donc peut-être qu'on là, peut dans ce cas-là, retrouver aussi. effectivement, repasser sur des cycles plus courts de 2-3 semaines pour shipper plus Exactement, régulièrement. exactement. Ryan Singer, il le dit bien, c'est pas un dogme, là, les 6 semaines. Il faut avoir un peu de flexibilité. Cool, passionnant. On va passer à la dernière partie de ce Dwitch produit, donc qui est le Flash Casse-Dalle. Alors juste avant de passer au Flash Casse-Dalle et d'expliquer déjà ce que c'est, je crois qu'on va vous envoyer un questionnaire de satisfaction si je dis pas de bêtises à la régie. Donc on vous envoie tout ça. C'est la première édition du Dwitch produit, donc on est très preneur de vos feedbacks. Et on va passer maintenant, Tristan, au Flash Casse-Dalle. Alors, qu'est-ce que c'est que le Flash Casse-Dalle ? Je vais poser 5 questions à Tristan, qui sont des petites questions, et Tristan va me répondre en 2-3 phrases. Voilà. Improvisé total. Improvisé total. Alors, Tristan, première question. Est-ce qu'il y a un product manager, product leader qui t'a inspiré ou qui t'inspire aujourd'hui et que l'on devrait peut-être inviter ici? Alors moi, j'ai pensé à Jean-Daniel Guyot, qui est le founder et CEO de MemoBank, mais qui avant tout s'est fait connaître parce qu'il a fondé Capitaine Train, qui a été racheté par Trainline. Donc, étant un fanboy de la première heure de Capitaine Train, et qui pleure à chaque fois qu'il utilise Trainline aujourd'hui, voilà, je serais très curieux et j'aimerais bien, on n'est pas client chez Lucas de MemoBank, mais moi j'ai envie de monter une boîte juste pour être client MemoBank. Parce qu'en termes d'expérience, voilà, il n'y a pas beaucoup de soft qui m'ont provoqué, provoqué ces émotions. Est-ce que tu as une ressource produit à nous recommander? Ça peut être un podcast, un livre, un Canva. Alors nous, chez Lucas, on aime bien les bouquins. Et donc, j'ai des vieux bouquins, moi, à recommander. Qu'on trouve peut-être pas dans toutes les listes. S'il y en a un qu'on retrouve dans beaucoup de listes, c'est The Design of Everyday Things de Donald Norman. Donald Norman, il a cofondé le Norman Nielsen Group avec Jacob Nielsen, qui est aussi un ponte de l'UX. Et j'adore ce bouquin, qui ne parle pas du tout de logiciel, mais qui parle, entre autres, de l'affordance, etc., et du design dans les objets de tous les jours. Et voilà, c'est quand vous lisez ce bouquin, après, dans la vie du quotidien, vous êtes tout le temps frustré de voir à quel point le monde manque de designers et à quel point les objets avec lesquels on interagit sont pas souvent bien conçus. Mais voilà, donc on réutilise une bonne partie des concepts après dans ce qu'on fait dans les outils. Quel est le concept produit qui t'a le plus aidé dans ta carrière product? Ok, je sors un peu du cadre peut-être, parce que c'est un concept qui n'est pas forcément produit, mais qu'on a commencé à, je dirais pas à tester, mais sur lequel on a commencé à sensibiliser les gens récemment, c'est le concept de Lean. Alors attention, pas le Lean Startup ou différentes versions, le Lean que vous pouvez retrouver dans le bouquin, autre ressource d'ailleurs, Learning to Scale de Régis Medina. Donc comment on a inspiré de ces méthodes de production de chez Toyota, mais du coup à la gestion d'entreprise. C'est pas que du produit, mais sur ce qui est croissance d'une équipe, croissance d'une entreprise, relation et une manière de rester efficace. C'est quelque chose qui, pour moi, je pense, a vraiment changé ma vision du monde. Ouais, je confirme, on est en plein dedans aussi avec Upvisory. On essaye de passer sur du Lean, sur pas mal de choses et ça nous aide beaucoup. Plus globalement, un truc qui a changé ta vie de product, ça peut être n'importe quoi. Question très ouverte. Je pense de rencontrer du monde, de suivre les podcasts. Ok. Ce que tu fais, c'est bien qu'il y ait des gens qui prennent le temps de monter des médias et de faire en sorte que les gens se parlent. Donc typiquement, que ce soit la communauté French Produit, par exemple, les podcasts, Timothée Frein qui se démène pour organiser pas mal de choses, que tu fais toi. Il y en a plein, et le fait d'avoir ces ressources, d'aller participer à des events, d'aller à LPC et de discuter avec plein de gens, je trouve que ça enrichit vraiment. Et voilà ce qu'on fait avec ShapeUp. On a mis en place ShapeUp même chez nous par ces discussions qu'on garde par le réseau et par les médias comme ce que tu fais. Donc, merci. Merci à toi. Et dernière question, si ta vie était un proverbe, quel serait-il? Difficile. À cœur vaillant, rien n'est impossible. C'est beau, on adore. C'est très bien, c'est très bien. J'espère que vous mettrez ce proverbe dans les locaux de Lucas. Je vais aller l'imprimer de ce pas. Ouais. Écoute, Tristan, on arrive au bout de cet épisode du Dwitch produit qui était vraiment passionnant. C'est
franchement super sympa d'échanger avec quelqu'un qui a mis en place ShapeUp et qui a un retour d'expérience de plusieurs années sur cette mise en place. Honnêtement, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup de boîtes en France. Donc trop bien. Est-ce que pour terminer cet épisode, il y a un truc que tu voudrais nous dire, faire un instant promo pour Lucas ou je ne sais quoi. Non, l'important, c'est l'appétit L'appétit. pour votre prochain Twitch. L'appétit vient en mangeant. Ok, merci beaucoup Tristan. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve dans 2 semaines pour l'épisode numéro 2 du Twitch Produit avec Jonathan Chevalier. Merci beaucoup Tristan. Merci Benoît, merci à tous.